Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Faites un hochement de la tête si c'est bon. Nickel. Bon, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de rénovation globale et performante avec du gaz. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous raconter une histoire sur un bâtiment en copropriété et de voir un petit peu les retours d'expérience avec la rénovation globale qu'il y a pu y avoir. Et vous verrez également le travail un petit peu d'archéologue qui a été fait par le bureau d'études Pouget Consultant sur l'opération. Donc aujourd'hui, moi je serai accompagné de Nicolas Marchais, chef de projet dans le pôle AMO chez Pouget Consultant. Et je suis Martin Colombet, ingénieur en efficacité énergétique à GRDF. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être, parce que c'est un bâtiment sur lequel, qui est déjà en exploitation, donc ça fait déjà 7 ans qu'il est 7 ans qu'il est en exploitation, donc ça va être de vérifier la performance des installations à la suite de cette rénovation globale. Donc sur le bâtiment, donc on est sur un bâtiment d'une copropriété parisienne de 34 logements. C'est un bâtiment qui est des années 60 et qui est non isolé. Donc sur ce bâtiment, il y a eu une rénovation globale. Et donc Nicolas, tu peux nous dire quels étaient les objectifs et les travaux qui ont été réalisés sur la copropriété? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous également. Sur cette copropriété parisienne, initialement, on avait un bâtiment qui était très peu performant. Donc, les murs étaient non isolés, les planchers hauts, planchers bas également. On avait des gros sujets d'infiltration, d'humidité et condensation également au sein des différents logements. Et les systèmes de production de chauffage étaient également vétustes. Donc, on avait des chaudières fioul initialement qui étaient présentes en toiture. Ce qui a motivé la rénovation donc globale de cette copropriété. On en parlera un petit peu plus tard, il y a eu plusieurs éléments. Mais déjà, le premier, c'était qu'on avait besoin de faire une rénovation de vétusté. La façade devait être reprise, il devait y avoir un rallongement de façade qui était prévu, et le remplacement des chaudières fuel avait également été prévu. Donc sur cette base, la rénovation globale qui a été mise en place, et donc l'isolation entière de l'enveloppe, donc l'isolation des façades, du plancher, haut et bas, la reprise des occultations extérieures et des menuiseries extérieures, dans un objectif de confort d'été, la mise en place d'une ventilation mécanique hygrobée, et la mise en place également de sas d'entrée pour améliorer le confort thermique au sein des circulations et donc des logements. Pour ce qui est des systèmes, ce qui a été choisi et ce qui a été réalisé après une longue concertation avec les occupants, c'est donc de mettre en place une hybridation entre le chaudière gaz, donc 3 chaudières gaz THPE en cascade et un préchauffage via du solaire thermique. Plusieurs choses ont expliqué ce choix. Donc d'une part, initialement, le réseau de chaleur urbain avait été envisagé, mais les copropriétaires avaient souhait de conserver un local vélo en rez-de-chaussée, sous-sol de leur copropriété. Et il était difficilement envisageable de mettre en place la sous-station du réseau de chaleur urbain en toiture. Il y avait des contraintes très fortes, c'était possible, mais il y a des contraintes très fortes d'un point de vue de la sécurité, notamment pour éviter en cas de fuite ou des jets d'eau très chauds sur les voiries. Et donc, c'était techniquement possible, mais le coût était très élevé. Et le solaire thermique avait été également mis en place du fait des fortes subventions qui étaient à ce jour, en tout cas à cette date, prévues pour un tel équipement. Et le PV à l'époque était moins subventionné à Paris. Donc il est vrai que sur le bâtiment, il y avait quand même des problèmes d'inconfort, également une non-isolation et des défauts d'étanchéité. Et c'est vrai que ça a créé quand même de certaines pathologies sur le bâtiment. Et donc, quel a été concrètement en fait, le levier qui a permis aux copropriétaires de réaliser ces travaux, et quels étaient les besoins des usagers par rapport à cela? Donc, il y avait plusieurs besoins. Donc, on l'a vu, d'abord, il y avait un besoin sur la qualité de vie, avec les sujets liés à l'humidité, la moisissure au sein des logements. Et ça, c'était un objectif fort, et c'est un objectif que la rénovation globale a pu permettre de résoudre. Notamment via la mise en place de la ventilation naturelle, mécanique hygroréglable, combinée à l'isolation et à la reprise des différents éléments de façade et d'enveloppe.
Il y avait également un besoin d'augmenter la surface en mètres carrés des logements. Et donc ce qui a été proposé ici, c'était une création de mètres carrés via une mise en place de balcons qui ont été rajoutés sur la façade via donc, un travail de conception et de réalisation assez juste et qui a permis aux copropriétaires d'augmenter la surface en mètres carrés de leur logement alors que voilà, on est en plein Paris et donc c'est pas forcément quelque chose d'évident à réaliser. Un autre sujet et un autre besoin, c'était l'adaptation aussi aux fortes chaleurs de la ville de Paris et donc la mise en place d'une isolation par l'extérieur et la mise en place, la reprise des menuiseries extérieures et d'occultation extérieure. Ça, c'était un premier sujet. Le second sujet, c'est évidemment un sujet financier. Les copropriétaires payaient des charges qui étaient trop importantes et donc ils avaient une volonté, un besoin de réduire ces charges annuelles, ce qui fait aujourd'hui en partie objectif de la présentation. Mais au niveau du coup, parce qu'on voit qu'il y a un bon nombre de travaux qui ont été réalisés, mais qu'est-ce que ça donne au niveau des consommations? Donc d'une part, ici on va commencer par parler d'abord théorique. Donc, ce qui avait été initialement calculé, basé donc, sur les factures réelles, était un gain de 55% sur un calcul THCEX. Quand on le convertit en étiquette énergétique, on a ce qu'on constate, donc repris sur les calculs, donc on a refait les calculs l'année dernière sur la nouvelle étiquette DPE, 3CL DPE, ce qu'on constate c'est qu'on arrivait en étiquette C. Ce qu'on pourrait se dire c'est pourquoi finalement une étiquette C alors qu'on a, semblerait-il, tout mis en marche pour avoir le bâtiment le plus performant possible. En fait, on avait plusieurs contraintes sur ce bâtiment qui faisaient qu'on ne pouvait pas aller sur certains sujets. En l'occurrence, des menuiseries avaient déjà été remplacées. Deux tiers des menuiseries avaient déjà été remplacées dans le cadre d'une pré-rénovation, on va dire, sur le souhait des occupants pour une question de confort acoustique. Un autre sujet, c'était qu'on avait des planchers chauffants qui sont coulés sur dalle, c'est des planchers on va dire de l'époque, on avait des gros défauts sur les de réglage et l'exploitant mainteneur de l'époque ne souhaitait pas trop y toucher par risque de simplement qu'il casse. C'était très vétuste et donc il y avait des difficultés sur la régulation et valoriser un système de régulation performant sur ces planchers. Mais du coup, ces performances réelles en fait qui ont été mesurées, qu'est-ce que ça donne en termes de bilan financier en fait sur l'opération? Et du coup, surtout en copropriété, sur ce segment de marché-là, c'est également le reste à charge qui est très important pour les copropriétaires. Effectivement. Donc, ce qu'on constate, c'était qu'en l'absence des balcons, sans la création des balcons, l'opération globale coûtait environ 1 million et quelques d'euros hors taxe. Et avec les balcons, on était à 1,2 million. Mais les balcons n'étaient pas valorisables dans le cadre des subventions de l'époque. Donc ici, on ne parle que sans balcons. Donc sans balcon, on avait pu diminuer presque par deux, un peu plus que par deux, le coût des travaux, en tout cas le reste à charge pour les occupants, le coût des travaux lui est resté le même. Et donc le reste à charge moyen qui, in fine, a été payé par les copropriétaires était de 14 500 euros et quelques. Également, ici, on avait donc un gain, donc d'une part, une économie pour les copropriétaires dans le lancement des travaux, mais également une économie sur le long terme, et c'est aussi ça qui nous intéresse en termes de coût global. Et ici, donc, le gain calculé en passant de chaudière fuel à une hybridation gaz et solaire thermique a permis d'économiser 40 000 euros par an, bien sûr avec l'isolation qui a permis de réduire le gros des déperditions et donc des consommations in fine. Donc, l'idée, c'est que du coup, sur ce projet, il y a également des mesures qui ont été réalisées sur l'opération pour justement voir en fait sur ces 7 dernières années, en fait, quelles ont été justement les consommations réelles. Donc, il y a eu un vrai travail d'archiviste qui a été fait par toi, Nicolas, en compilant à la fois les factures énergétiques, les consommations, également les livrets en chaufferie et les dossiers de conception. Et donc à l'issue de ça, on peut voir sur ce graphique qu'on a justement l'évolution des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur ces 7 dernières années. Donc vous voyez la barre qui est à l'horizontale représente en fait l'objectif qui avait été fixé au stade de la conception à atteindre. On voit que globalement, en fait, sur
sur ce graphique, c'est un bilan extrêmement positif parce qu'on a quasiment atteint les différents objectifs. Mais l'idée, c'est quand même que quand tu as fait ce travail d'archiviste, il y a quand même énormément d'éléments et une histoire à raconter autour de toutes ces années qui ont permis justement de justifier le pourquoi du comment. Parfois, il y a certaines augmentations et dans d'autres cas, des diminutions de consommation. Oui, donc merci Martin pour l'introduction. Et effectivement, sur ce bâtiment, vous vous en doutez, en copropriété, déjà que l'exploitation n'est pas forcément simple sur d'autres typologies de bâtiments, notamment pour suivre l'historique des réalisations d'exploitation. Ici, sur un logement type copropriété, c'était d'autant plus compliqué, d'autant qu'il y a eu une réorganisation, une restructuration, on le verra ensuite, de l'exploitant mainteneur en cours d'installation. Donc en fait, on a eu 3 fois des changements d'exploitant mainteneur sur 8 ans, ce qui aussi a fait que la donnée n'était pas évidente à retrouver. Donc en termes d'état initial, ce qu'on voit, c'est que sur les 2 premières années, donc 2017-2018, on a déjà une grosse diminution des consommations du bâtiment, et ça, c'est dû à l'isolation de l'enveloppe. Donc façade, plancher haut, plancher bas. Les systèmes n'étaient pas encore complètement mis en place, et ce qu'on voit, c'est qu'entre 2017 et 2018, on a également une réduction des consommations parce que en 2017, l'entreprise qui réalisait l'isolation des façades a déposé le bilan. Et donc un pignon était resté non isolé. Ce pignon a été isolé en 2018, et donc ce qu'on voit, c'est que progressivement les consommations ont fini par descendre. En 2018, c'est le début de l'exploitation maintenance, on va dire réelle, et donc on a un engagement sur la performance de l'exploitant dans le cadre de ce projet-là. L'exploitant avait été mis en place via un contrat REM, donc réalisation, exploitation, maintenance, ce qui avait permis qu'il était à la fois présent en phase réalisation chantier et en maintenance. Donc ça a aussi permis à l'exploitant de bien prendre en main et d'être bien au courant de l'équipement qui était mis en place, et d'aller sur une réduction plus forte des consommations. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, on a une stabilisation des consommations, donc vers une année qui est plutôt représentative et qu'on retrouve ensuite en 2023 et 2024. Et par contre, en 2021, la consommation remonte, et donc c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est que d'une part, on a une restructuration de l'exploitant mainteneur, donc qui a un petit peu lâché, on va dire, le suivi énergétique de cette résidence. Et d'autre part, on a également un maintien des coûts énergétiques alors qu'on est en 2021, donc avec le début de la guerre en Ukraine. Et ce qu'on voit, c'est que l'année suivante, en 2022, les coûts énergétiques ont explosé, ce qui fait que ça a mobilisé les copropriétaires, donc après échange avec eux également, pour être plus vigilants sur ces consommations-là et limiter le plus possible les factures. Et donc l'exploitant et les échanges avec l'exploitant plus les échanges avec les occupants ont permis de diminuer à nouveau ces consommations-là et de stabiliser la performance sur les années finales. Ce qu'on constate, c'est qu'on est très proche de l'objectif fixé initialement. On ne l'atteint pas complètement, mais c'est encore un sujet qui est en investigation. Nous, on a relevé le sujet, on est en échange actuellement avec l'exploitant mainteneur pour voir qu'est-ce qui reste finalement comme bille à mettre en place pour aller chercher cette performance finale. Voilà. Et finalement, du coup, après ces 7 ans d'exploitation, quel est un petit peu le bilan sur l'opération ? Donc d'une part, ce qu'on constate, c'est qu'entre 2017 et 2024, on a eu une réduction énergétique des consommations, en tout cas de la résidence, de 53%. On avait pour rappel un objectif à 56%, donc on est quand même très proche de cet objectif. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, à la fois d'un point de vue environnemental, d'un point de vue financier bien sûr, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et c'est ce qu'on a souligné ici avec 1000 tonnes de CO2 équivalent économisés en 8 ans. Donc pour peut-être parler un peu plus français, ça représente l'équivalent de 100 Français moyens, le bilan carbone de 100 Français moyens, ou 500 vols Paris-New York. Donc c'est loin d'être négligeable, et ça permet quand même de bien diminuer le bilan carbone d'un Français moyen. Donc en tout cas des copropriétaires concernés. Et du coup, si c'était à refaire en fait ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisageriez en tant que bureau d'études sur cette copropriété? Est-ce que votre vision aurait peut-être légèrement un petit peu changé en fonction des nouvelles solutions potentiellement énergétiques qui sont d'actualité? Effectivement, donc déjà ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui le contexte financier est plus tout à fait le même. Donc les subventions qui à l'époque qu'il était possible d'aller chercher ne sont plus tout à fait identiques. Donc ça pose des questions. Également les
systèmes qui sont poussés par ces différentes subventions ne sont plus tout à fait les mêmes. Le solaire thermique est un petit peu moins subventionné qu'auparavant. Donc effectivement, ça pose une question de vers quel système on aurait pu aller. Donc il y a toujours l'hybridation qui est intéressante, surtout au regard des contraintes, et qui étaient quand même des contraintes très fortes sur cette copropriété et qui limitaient les choix techniques possibles. L'hybridation aurait pu se faire également avec une pompe à chaleur, avec du panneau photovoltaïque par exemple, c'était d'autres systèmes envisageables. D'un point de vue de la performance de l'enveloppe, aujourd'hui ce qui avait été fait était quand même on va dire très qualitatif, on pouvait difficilement aller plus loin. Si on devait refaire le projet, on aurait a priori quand même pas pu aller motiver les occupants à changer ces menuiseries qui avaient été changées trop récemment. Donc d'un point de vue de l'enveloppe, on aurait difficilement allé plus loin. Et ce qu'on retient au final, c'est quand même qu'il y a une certaine satisfaction sur ce projet-là, puisqu'on a quand même pu atteindre, en tout cas s'approcher et tendre vers les résultats et les objectifs énergétiques qui avaient été fixés, et qu'on voit que ça se pérennise dans le temps. Et ça, c'est quand même un marqueur fort pour la rénovation énergétique. C'est quand même quelque chose où on cherche à valider. On fait beaucoup de travaux, beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions autour de la rénovation énergétique, mais c'est aussi intéressant de voir que ça se concrétise dans le réel et que ça fonctionne correctement. Et donc ce qu'on voit, c'est que d'une part, le travail de conception est très important, mais l'exploitation également, et notamment le suivi des résultats, pour s'assurer qu'on a bien les gains qui sont au rendez-vous. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'entre les premières années d'exploitation et les années finales, on va dire, en tout cas les années plus récentes, on a réussi à se stabiliser, mais il y a quand même eu beaucoup de travail et beaucoup d'échanges qui ont été menés à la fois avec les occupants, et il ne faut pas oublier que l'usager est le principal concerné de la rénovation, et l'exploitant mainteneur et l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a travaillé sur le projet. Et au final, du coup, si on devait tirer des enseignements de ce projet en copropriété parisienne, si tu devais nous donner un petit peu tout ce qu'il faudrait mettre en place, les différentes actions à faire pour un petit peu pérenniser d'une manière un petit peu générale les différentes copropriétés en France, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tout cela en corrélation avec ce projet ? Alors aujourd'hui, ce qu'on a noté, et vraiment, à notre sens, en tout cas, le point crucial, c'est vraiment le sujet de l'exploitation. Il est important de prévoir que l'équipe de maîtrise d'œuvre puisse suivre l'exploitation, en tout cas au début, qu'on ait un échange qui soit bien fluide avec l'exploitant mainteneur et les copropriétaires pour aussi s'assurer de ce sujet-là. Et au global, dans les enseignements qu'on tire, c'est quand même que cette rénovation-là, elle a fonctionné, qu'on a eu des résultats qui étaient pertinents et que les occupants eux-mêmes ont tiré une satisfaction, et pas qu'une satisfaction énergétique, mais également une satisfaction en termes de qualité de vie. Et ça, c'est aussi super important pour les copropriétaires aujourd'hui. Pour les motiver en tout cas à s'engager dans des travaux, il ne faut pas qu'on ait qu'un objectif énergétique, c'est important aussi d'avoir d'autres objectifs, d'où l'augmentation en surface, la qualité de l'air intérieur, avec la réduction des moisissures. Ce sont des choses qui aujourd'hui sont déterminantes pour un projet de rénovation. Et je terminerai sur ce point. Donc ce projet-là, pour la R&D de Pouget Consultant, c'était un projet qui était particulièrement important parce que c'est aussi quelque chose qui a poussé Pouget Consultant à aller vers le suivi des résultats et le suivi énergétique. Et donc on a mis en place une offre, donc Maréno Garantie, avec Marche Saint-Gobain et Crédit Agricole Île-de-France, qui vise à mobiliser la rénovation globale en copropriété. Donc pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le stand de Pouget pour échanger avec nous, bien sûr. Merci beaucoup Nicolas pour ce précieux retour d'expérience que tu nous as livré. Donc on en a fini, on va peut-être prendre quelques questions-réponses. Donc n'hésitez pas à lever la main. On va peut-être mettre les casques avant les questions. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez dit 1 million d'euros de travaux et 34 logements. Vous n'avez pas dit la surface, qu'on est à un ordre de grandeur du coût de rénovation au mètre carré. Donc sur ce point, on était aux alentours de... Alors, excusez-moi, ça fait un petit moment quand même pour ce projet. C'était entre 3 et 4 000 mètres carrés. J'ai plus exactement la surface précise, mais on était dans ces eaux-là. Donc c'est des grands logements, alors c'est pas des studios. Non. On avait on a une grande variété de typologies. Ça dépendait aussi de l'étage, de chacun des logements et autres. Donc on avait de mémoire une majorité quand même de T2, T3. Donc, ça fait grand pour des T3. Hein. Donc 3 000 mètres carrés. D'accord. Oui, une question juste ici. Bonjour. Vous avez parlé du coup qu'il y avait un plancher chauffant qui a été conservé. On
parle d'une durée de vie qui peut, voilà, sur un certain âge de bâtiment, qui peut amener à en fait, changer de type d'émetteur. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aviez réfléchi de passer sur un autre type d'émetteur pour le chauffage? Donc effectivement, c'était une réflexion en tout cas, qui a été menée en conception. Et sur ce point, au regard des coûts et des choix, des contraintes en tout cas, et des ordres de priorité qui étaient imposés aussi par les copropriétaires, ce qui a été retenu, c'était donc de conserver ce plancher chauffant, malgré effectivement les contraintes fortes sur ce type d'équipement, et notamment au regard de sa durée de vie. Après, donc, ce qu'on a aussi constaté, c'est que nous, d'expérience, garder cet équipement-là fonctionne. Même si effectivement sa durée de vie et sa pérennisation peut poser question. Mais dans le cadre de cette copropriété-là, ce qui avait été en tout cas validé, c'était effectivement que l'équipement était toujours suffisamment opérationnel et que sa durée de vie prévue était toujours suffisamment stable. Et c'est ce qu'on constate également dans le suivi du coup in fine. Bonjour. Moi, je voulais savoir, vu le coût des travaux, est-ce que vous ne proposez pas des solutions type marché global de la performance énergétique? Sur ce sujet, c'est un peu compliqué, les marchés globaux de la performance dans le cadre des copropriétés. C'est moins évident, mais c'est aussi l'objectif de ma Réno Garantie. C'est d'aller vers ce type de projet-là, voilà, pour aussi rassurer les occupants. Enfin, voilà, dans le cadre aujourd'hui actuel, d'un point de vue du contexte économique actuel, c'est pas forcément évident de se projeter dans des travaux, et donc d'avoir en tout cas une suivi, une garantie de la performance énergétique des travaux qui vont être engagés. Ça permet de rassurer, c'est un argument, en tout cas marqueur phare pour les copropriétaires. Merci. Une question un peu plus loin. Bonjour, merci pour la présentation. C'est toujours intéressant d'avoir des retours 8 ans après une rénovation, surtout vu le contexte. Vous avez parlé au niveau du programme de travaux dédiés aussi au confort d'été, avec les occultations de menuiserie, et je pense aussi du coup au balcon avec les masques que ça pouvait créer. J'ai pas forcément vu de retour sur le confort d'été. Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous en avez suivi sur les 8 ans, je ne sais pas, avec certains indicateurs? Et est-ce que vous avez eu des retours d'occupants ou du conseil syndical à ce niveau-là? Alors on n'a pas mis en place d'instrumentation du confort d'été, ça ne faisait pas partie du cadre, nous, de ce qu'on pouvait proposer, en tout cas sur cette copropriété-là, et notamment parce que les copropriétaires ne souhaitaient pas avoir une armada de capteurs au sein de leur logement, ce qui est compréhensible. Mais en tout cas, les retours qui ont été faits de la part des copropriétaires, c'est effectivement qu'il y a eu une vraie amélioration et un maintien des températures. Donc a priori, c'est difficile d'en juger, en tout cas de la pertinence du confort, c'est toujours qualitatif, et puis ça dépend de chacun. Donc voilà, il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte. Outre la température, il y a également l'humidité, la vitesse de l'air, ce genre de choses, et aussi les pratiques avec l'habillement. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les solutions a priori qui ont été mises en place, c'est quand même des solutions qui sont plébiscitées pour le confort d'été, donc notamment la mise en place d'occultation, ce que vous évoquiez avec les masques solaires. L'isolation thermique par l'extérieur aussi permettre de conserver l'inertie, et aujourd'hui on avait en tout cas l'accès à l'inertie. Et aujourd'hui, effectivement, on avait quand même des murs qui étaient assez lourds, et donc cette isolation par l'extérieur permettait en tout cas d'aller vers ce sujet-là. Mais après, la rénovation elle-même, en tout cas ce projet-là, ne permet pas de valider ou non la performance du confort d'été. On a le temps pour une dernière petite question, si vous le souhaitez. Je pense que ça veut dire que tout a été clair. Merci beaucoup en tout cas pour avoir écouté cette conférence technique. Et puis voilà, il y a un stand de Pouget et de GRDF si vous voulez avoir un petit peu plus de détails également sur le projet ou sur différents accompagnements qu'on peut proposer. Je vous remercie. Merci à tous pour votre écoute.